Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Estrosi la barbouze, une fausse agression. Nolo Pellico, les manipulations révélées. Macron, bête ou diabolique? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Nono Broquet, Pierre Bourdin, Philippe Bohen et JPS. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'affaire Pellico. Vous avez été très nombreux à m'écrire pour me dire que Gisèle Pellico n'était peut-être pas si innocente que cela, que tout était bizarre. Je vais reprendre. L'enquête semble formelle. Gisèle Pellico a bien été abusée par des inconnus, livrée par son mari sous camisole chimique. Elle est donc bien une victime de Dominique Pellico. Ce qui est gênant, par contre, c'est l'instrumentalisation des médias, dont les objectifs ne sont même pas cachés. Quand l'affaire Pellico contredit les discours sur l'affaire Epstein et les élites corrompues. Dans ces conditions, Gisèle Pellico est comme une marionnette dans les mains du système. Oui, le système l'instrumentalise pour calmer la colère suite à l'affaire Jeffrey Epstein. Regardez qui tire les ficelles. Boboland. Sur le service public, la journaliste Judith Pérignon compare l'hommage rendu à Charlie Kirk à un rassemblement, oui, vous lisez bien. C'est une journaliste de l'Aberration et du Monde. C'est elle qui a écrit le livre de Gisèle Pellico, La joie de vivre. Cette journaliste est spécialiste des brûlots à charge. Elle va donc présenter Gisèle Pellico comme une héroïne sous Infojour. C'est la raison pour laquelle tout le monde se sent mal à l'aise, parce que nous sommes en face d'une réécriture idéologique woke. Reprenons ce qui ne va pas. Gisèle Pellico refuse de partager sa notoriété avec sa fille, conserve le nom de son agresseur comme marque de fabrique en quelque sorte, comme produit d'appel. Elle dit ignorer les antécédents judiciaires de son mari, malgré 2 affaires sérieuses, notamment son arrestation en 2010. Gisèle Pellico était au courant des désirs d'échangisme de son mari. On pourrait se dire, dans ces conditions, c'est peut-être une naïve, une dominée. Mais quand on l'écoute, ce n'est pas vraiment l'impression qu'elle donne. Elle a une totale maîtrise du langage et des codes journalistiques. Et puis, n'oubliez pas, pour ces bobos comme la Pérignon, le libertinage, c'est bien, mais pour les gueux, c'est la banalité du mal sexiste. Vous comprenez, Judith Pérignon a façonné un être médiatique, la Gisèle Pellico, que vous voyez apparaître à l'écran, et qui est très éloigné de la réalité. Oui, c'est un être en quelque sorte qui n'existe pas. Judith Pérignon a inventé un roman pour régler ses comptes wokistes. Et Gisèle Pellico ne fait que répéter les propos qu'on lui a dit de dire. Une marionnette en somme. Après Dominique Pellico, c'est Judith. Voilà l'explication de ce malaise. C'est même très sale. Manipuler une victime à des fins politiques et idéologiques. Et tout cela pour effacer les dégâts de l'affaire Epstein. Retour également sur l'affaire Nolo. Certaines informations que je vous ai livrées ne sont pas vraiment bien passées auprès de certains. Quelle est donc cette information qui m'a valu des démentis et des insultes? Vous ne voyez pas? Si, les Epstein Files, bien évidemment. On m'a expliqué que Jean-Pierre Bourgeois n'était pas cité dans les Epstein Files. Eh bien si, oui, Jean-Pierre Bourgeois est cité dans les Epstein Files. Il apparaît dans le carnet d'adresses Black Book de Jeffrey Epstein, où il est listé comme un contact français, avec 2 numéros de téléphone associés. Cela provient des bases de données et d'analyses publiques des documents Epstein, comme sur des sites spécialisés type Epstein Exposed, qui compilent les informations issues des releases officielles.
Quand je vois tous les efforts qui ont été faits pour démentir ce tweet, je me dis que j'ai touché juste. Boum! Pensez, Nolo, comme Bribri, a usé de son autorité pour sortir avec une de ses anciennes élèves. Et ce Nolo emploie un photographe condamné pour proxénétisme qui se trouve dans les petits papiers de Jeffrey Epstein. Boum! De toute façon, ce milieu macroniste est truffé de proxénètes. De Mimi Marchand à Xavier Niel. Un petit rapport. Oui, Xavier Niel a bien été accusé de proxénétisme aggravé au milieu des années 2000 dans une affaire liée à ses investissements dans des sex shops et pipe shows, notamment rue de la Gaîté à Paris et à Strasbourg. Voici le résumé factuel de l'affaire, fondé sur les décisions judiciaires et les reportages de l'époque. En mai 2004, il est placé en garde à vue, mis en examen pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux, puis incarcéré pendant environ 1 mois, 28 jours. C'est là, paraît-il, qu'il aurait rencontré Mimi Marchand, à la prison de la Santé, en détention provisoire. Malgré des preuves accablantes, Xavier Niel bénéficie d'un non-lieu. Oui, des preuves accablantes, parce que celui qui est tombé pour proxénétisme dans cette affaire n'est autre que son père spirituel, son mentor, son associé. La justice française, parfois, quelle blague! L'État français dépense plus que l'URSS, 57% contre 52% pour l'ex-URSS. Les Français doivent réaliser qu'ils sont en esclavage. Avec toute la valeur qu'ils créent, des millions sautent au SMIC ou à découvert. À ce stade, c'est tout leur revenu qui est confisqué par l'État, qui leur laisse des miettes juste pour survivre. Pour expliquer ce pourcentage, il faut savoir que nous avons des dépenses sociales pharaoniques, plus de 500 milliards, le poids de la dette qui devient de plus en plus lourd, autour de 170 milliards, et tout le clientélisme mafieux, Comité Théodule, ONG, France Télévisions, Arcom, et j'en passe, autour de 200 milliards. Lorsqu'on a atteint un tel niveau d'irresponsabilité, je dis bien d'irresponsabilité, puisque c'est la dette qui finance le système, on retrouve toujours 2 critères. Les journalistes aux ordres, les artistes, les syndicalistes, corrompus bien évidemment par les rentes et qui vont défendre l'indéfendable, et surtout la corruption de la classe politique qui vit de ces rentes. Un vrai système mafieux. Et d'ailleurs, pas besoin de chercher très loin, il suffit de regarder l'actualité pour en comprendre les mécanismes, et notamment avec cette histoire de Christian Estrosi. Mais quelle histoire! Christian Estrosi vient donc pleurnicher à la télévision. Il a été victime d'une sale agression. On a cloué sur sa porte une tête de cochon avec des insultes et des menaces. Estrosi, cette tête de lard, est un nouveau Dreyfus. Enfin, pas tout à fait. La thèse de la manipulation prend de l'ampleur. Après la mise en examen de 2 ressortissants tunisiens dans l'affaire de la tête de cochon déposée devant la résidence de Christian Estrosi, un proche du couple est en garde à vue. Selon l'enquête, l'informaticien tunisien arrêté à Nice était également en contact avec une proche collaboratrice de Christian Estrosi, qui aurait recruté ces hommes pour améliorer la visibilité du maire sur les réseaux sociaux. C'est réussi. Cette nouvelle garde à vue renforce la thèse d'une possible manipulation, une barbouzerie quoi, autour de cette affaire survenue à quelques jours des élections municipales. Cette mafia qui tient en coupe réglée la France, c'est LRPS, l'ERPES. Après les LR, eh bien, le Parti Socialiste. Oui, beaucoup d'élus ont profité du système des logements sociaux, PS, PCF, Verts et LFI inclus. Quelques exemples, Jérôme Lambert, député du PS, preuve Le Parisien 2023. Danielle Simonet, conseillère de Paris, preuve Libération 2022. L'interminable liste des élus parisiens en logement social. Depuis plusieurs mois, les révélations sur les élus de la capitale qui bénéficient de logements sociaux se multiplient. Les gens se rendent compte de l'arnaque socialiste. Et attendez,
Ce ne sont pas des HLM tout pourris, non, non. Ces HLM, généralement, j'en ai connu, ce sont des résidences bien entretenues, bien placées au centre de Paris, dans des arrondissements un peu chics, le 8e, le 9e, le 4e arrondissement. Vous imaginez ces élus? Ils vivent déjà au crochet des contribuables. Et oui, c'est nous qui finançons leur salaire. Et ils vivent également au crochet du contribuable pour se faire loger. La double peine, la morale socialiste. Et il y a ceci également. Énorme scandale lors des municipales à Montpellier. La justice reconnaît une inégalité de nature à compromettre le vote après que le maire sortant, Michel Delafosse, a bloqué l'envoi des professions de foi de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard dénonçait le système du maire socialiste de Montpellier, CQFD. Ce maire empêche les Montpelliérains d'avoir la profession de foi de Rémi Gaillard. Une barbouzerie. Je vous l'ai dit, cette mafia ne peut pas gagner à la loyale. Et ils ont même fait pire. Municipal 2026, Rémi Gaillard, candidat à Montpellier, a été menacé au revolver par le cabinet du maire PS, Michael Delafosse. Silence total du côté de la presse locale. Rémi Gaillard dénonce une presse locale aux ordres. Pas seulement localement, hein, partout. Tous ces médias ne devraient pas exister, ils ont très peu de lecteurs. Ils ne vivent que de subventions de l'État ou de milliardaires liés au pouvoir. L'affaire qui commence à prendre de l'ampleur. Epstein et Ariane de Rothschild, une relation professionnelle mais aussi personnelle. Les dossiers Epstein ont mis au jour de nombreux échanges entre Ariane de Rothschild et le multimillionnaire entre 2013 et 2019. Tiens, quand j'en parlais il y a 2 mois, j'étais qualifié de complotiste par ces mêmes journalistes. Et puis, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a réglé le différend entre Ariane et David sur la demande de Geffrey. Allez, encore un petit effort, Le Parisien. La photographie qui a fait jaser. Vous reconnaissez notre ministre de la Culture, Woody Allen, Caroline Lang et Jeffrey Epstein. Mal à l'aise. Epstein au château de Versailles, Catherine Pégard, la ministre de la Culture, embarrassée par cette visite. Epstein au musée, Epstein au château, Epstein au ciné, Epstein partout en France, tout le temps, sauf au commissariat. Mais ils sont tous embarrassés. C'est fascinant. Tous les journalistes, tous les macronistes célèbrent Gisèle Pélicot. Mais lorsque l'un est pris les 2 doigts dans la confiture pour une affaire similaire, il n'y a plus personne. Le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, s'est moqué de Sandrine Josso, victime de soumission chimique par un sénateur. Je vous ai présenté cette information hier. Il a voulu la déstabiliser, la terroriser, a torpillé son combat contre la soumission chimique. Éric Dupond-Moretti doit répondre, comme dit Sandrine Josso. C'est sidérant. Merci à Factuel Off pour cet excellent reportage. Et Dupond-Moretti fait la une de l'actualité. Pourquoi ? Emmanuel Macron envisagerait de nommer Éric Dupond-Maserati défenseur des droits en juillet prochain. De la soumission chimique ? Le mandat de Claire Hédon s'achève, 6 ans, non renouvelable. La décision n'est pas gravée dans le marbre, selon une source élyséenne, et devra être validée par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Élysée ne commente pas pour l'instant. Source Politico. Et quand je dis mafia, j'ai comme l'impression que le mot est faible. J'ai fini sur le sujet ? Non. L'ancien ministre Éric Woerth va être nommé président du PMU. Quelle république bananière. Révélé en 2010 par le Canard enchaîné et Marianne, notamment ce scandale porté sur l'autorisation par Éric Woerth, alors ministre du Budget, de vendre 57 hectares pour 2,5 millions d'euros à la Société des courses de Compiègne, sans appel d'offres public, mais via une procédure de gré à gré qui serait légale. C'est contesté. Les critiques portaient sur un possible bradage, le terrain valait selon certains experts bien plus, autour de 8 à 10 millions d'euros, et des soupçons de prise illégale d'intérêt ou favoritisme. Non-lieu comme d'habitude. Avec Macron, les moins aptes sont toujours promus.
Le système se cadenasse. Il faut dire qu'ils ont à peu près tout raté. Pascal Praud. Donc en fait, on s'est trompé méthodiquement depuis 40 ans sur tout. Je ne peux pas vous dire autre chose sur l'immigration, sur l'identité, sur le nucléaire, sur l'école, sur tout. Les moteurs thermiques encore en ce moment. C'est sidérant de se tromper sur tout. Mais ce qui est encore plus sidérant, c'est de continuer. Donc Mais quelle part fait qu'on change de système? C'est invraisemblable, quand même. Et là, on a une pensée émue pour les macronistes de Renew, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Glucksmann, qui ont soutenu cette peste au pouvoir. Les dégâts sont terribles. Florian Philippot. Quel incroyable aveu vient de faire la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est stupéfiant. C'était ce 10 mars lors d'un discours à Paris où elle a déclaré, je cite, que les politiques de l'Union européenne contre l'énergie nucléaire, c'était une erreur stratégique. Mais le problème, Madame von der Leyen, c'est que cet aveu, il est à demi fait. C'est pas une erreur stratégique, c'était une faute lourde contre nos intérêts nationaux. Et le problème, c'est que ça continue. Dans le droit européen, aujourd'hui, l'énergie nucléaire n'est toujours pas considérée comme une énergie renouvelable. Dans la dernière directive européenne dite RED 3, toute récente, 2023, celle qui a donné le PPE 3 en France, tout récent, encore plus récent, dans cette directive européenne, eh bien, on continue d'avantager outrageusement les éoliennes sur terre et en mer, les panneaux solaires, partout. Et ça n'a pas changé. Et ça n'est pas une erreur stratégique. C'est une politique voulue délibérément par l'Allemagne pour saboter l'énergie nucléaire française et saboter EDF. Et ça continue. Alors, Madame von der Leyen, on va vous aider à tirer le fil de vos aveux, des erreurs et des fautes lourdes de l'Union européenne. Parce qu'il n'y a pas que sur le nucléaire que l'Union européenne se plante lourdement et nous plante. Il y a aussi sur l'agriculture, on l'a vu récemment avec le Mercosur. Il y a ce pacte migratoire sur l'immigration. Il y a l'échec monumental de la monnaie unique, l'euro, qui nous a appauvris. Sur l'industrie aussi, l'Union européenne nous plante avec les délocalisations, le travail détaché, mais également sur la liberté d'expression, avec le règlement européen DSA de censure, avec chat control. Mais aussi, on peut tirer le fil sur la paix et la guerre, avec cette politique hystérique contre la Russie. Et le coût du nucléaire pour la France, le surcoût devrais-je dire, c'est 100 milliards d'euros. L'élection d'Emmanuel Macron, par ses calculs électoraux, nous aura coûté rien que sur le nucléaire au moins 100 milliards d'euros. Il suffit de rajouter les dons à Zelensky ou à l'Union européenne. On comprend vite notre misère. Tout ça pour que Micron fasse le beau pendant 10 ans. Du fait des innombrables erreurs d'Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux, on s'écharpe. Macron est-il bête ou diabolique? J'ai un esprit de synthèse, j'ai envie de dire que l'un ne s'oppose pas à l'autre. On va essayer d'y voir plus clair avec le dossier pétrole-essence. La guerre en Iran. Mais voilà, on oublie de vous dire sur le prix de l'essence. Le prix à la pompe ne monte pas à cause du pétrole seul. Depuis le 1er janvier 2026, vous vous en souvenez, je vous en ai parlé hier, une nouvelle taxe a été discrètement mise en place, 5 à 6 centimes de plus par litre. Vous le savez, la France crève de ces taxes. Artisans, entreprises, particuliers, tous taxés. Mais vous le savez, il faut faire vivre la corruption. Je ne peux pas empêcher un distributeur d'augmenter les prix. Roland Lescure, ministre de l'économie. Oui, on lui demande de bloquer les prix. Ce n'est pas légal, dit-il. Quelle bande de menteurs. L'article L410 2 du Code de commerce permet de réglementer les prix en cas de crise, de circonstances exceptionnelles, de calamités publiques ou de situations manifestement anormales du marché. À quoi servent ces gens? Nourrir la bête. Et de nombreux pays ont mis en place ce système. Gazole, maximum 1,55 € le litre. Essence, maximum 1,50 € le litre. Après la Hongrie, maximum 1,51 €. La Croatie vient d'annoncer le blocage des prix. La France doit le faire immédiatement.
en attendant le Frexit qui nous permettra de faire tout le reste, baisser la TVA à 5,5%, lever les sanctions anti-russes, sortir du marché européen de l'électricité, etc. Faisons ce qu'on peut déjà faire, et vite. Vous l'avez entendu il y a un instant, Pustula a regretté l'arrêt du nucléaire et sa rupture avec la Russie. Les prix du pétrole et du gaz européen flambent. Quel comble quand on pense que c'est en Europe que se trouve un des plus gros exportateurs mondiaux d'hydrocarbures. L'Union européenne a choisi les US contre la Russie. Elle n'a maintenant plus que ses yeux pour pleurer. Et oui, car les méthaniers font demi-tour en pleine mer pour aller en Asie. Des navires chargés de gaz se détournent de la France parce qu'en Corée et au Japon, le GNL se vend bien plus cher. Cela rappelle les bagarres sur le tarmac des aéroports chinois pour acheter des masques durant la pandémie. Dans ces conditions, il faudrait peut-être reconnaître que la guerre en Ukraine a été une colossale erreur. Vladimir Poutine se dit prêt à fournir les pays européens en hydrocarbures s'ils en font la demande. La main tendue de Moscou dans un contexte d'envolée des prix en raison de la guerre au Moyen-Orient. Et quelle est l'attitude de notre poudré face à cette main tendue? Il reçoit Zelensky vendredi. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. La France va libérer 14 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques, détaille Le Poudré en réaction à la situation en Iran. C'est la mesure qui risque d'affaiblir tout l'Occident. La France n'est pas seule. Pourquoi? Car tous les pays occidentaux, comme la France, n'ont guère plus de 2 à 3 mois de réserve. Imaginons que la guerre s'arrête demain. Eh bien, pour retrouver la production de pétrole avant la guerre, il faudrait au moins 2 mois à 2 mois et demi selon les experts. Ce sont des décisions court-termistes. Et que penser de ça? Le Poudré dit vouloir assurer la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, devenu un théâtre de guerre. L'US Navy a renoncé à le faire, mais Macron sait très bien que certains Français, ceux qui ont voté 2 fois pour lui, sont suffisamment idiots pour gober cet énorme bobard. C'est la technique de com préférée du Poudré. Des milliards imaginaires par-ci, de l'action sans lendemain par-là, prendre ses désirs pour des réalités. Affligeant. Guerre au Moyen-Orient, 55% des Français favorables à une intervention militaire défensive au détroit d'Ormuz. Remarquez bien, intervention militaire défensive, ça n'a pas de sens. Intervention défensive, missiles Barbapapa, drones bisounours, mines pacifiques. Bienvenue dans le monde parallèle politico-médiatique. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est complètement idiot. Quant à libérer les stocks stratégiques, ça a ses limites. Nicolas Meillan. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais les États-Unis ont liquidé près de la moitié de leurs réserves stratégiques de pétrole avec le conflit en Ukraine. Donc il ne leur reste plus que 400 millions de barils, soit grosso modo 20 jours de consommation. Il n'y a donc que 2 solutions. Renouer le plus rapidement possible avec la Russie et faire pression pour la paix. Parce que tout va mal, hein. Prix du baril, les engrais qui ne vont pas être suffisants pour de l'agriculture, l'aviation européenne qui a des difficultés, le commerce mondial, et il ne faut pas non plus oublier que les pays du Moyen-Orient financent notre dette. Menace iranienne sur les pays du Golfe. Les multinationales quittent Dubaï alors que Téhéran dit vouloir frapper les centres économiques et les banques. Cela fait longtemps que je dénonce cette dépendance vis-à-vis des pays du Moyen-Orient. Si le Moyen-Orient ne finance plus notre dette, eh bien on risque là encore un krach boursier. Et nos compagnies aériennes, sanctions aériennes contre la Russie, comment la crise iranienne et l'encerclement militaire de Téhéran signent l'effondrement de toutes les routes Europe-Asie, au cœur d'un ciel eurasiatique qui se referme comme un étau. Il n'y a plus qu'un étroit couloir aérien entre l'Europe et l'Asie, et il peut être interrompu à tout moment.
les Européens se sont condamnés à l'auto-isolement par pure bêtise. Et vous savez quelles sont les compagnies qu'il faut utiliser aujourd'hui pour se rendre en Asie? Les compagnies chinoises. La raison? Eh bien, ce sont les seules compagnies qui peuvent survoler le territoire russe. C'est quand même terrible. Ce matin, des nouvelles qui ont contredit le discours américain. 3 autres navires ont été touchés dans le Golfe, tandis que les attaques contre le transport maritime et les infrastructures ont perturbé les marchés. Selon des sources, l'Iran aurait déposé une douzaine de mines dans le détroit d'Ormuz. Et l'Iran menace Reuters. L'Iran a déclaré que le monde devait se préparer à un prix du pétrole à $200 le baril, tandis que ses forces bombardaient des navires marchands dans le Golfe. Je vous ai montré ces informations. Parallèlement, l'Agence internationale de l'énergie a recommandé un déblocage massif des réserves stratégiques afin d'atténuer l'un des pires chocs pétroliers depuis les années 1970. Et dans le même temps, Donald Trump a affirmé que la guerre était presque terminée. Est-ce que cela suffit? Stock de barils, promesse de paix pour calmer les marchés? Pas vraiment. Trump ne fait plus recette et la libération des stocks stratégiques non plus. Pour clore ce chapitre, la presse chinoise annonce des discussions entre Israël et la Chine. Les chiites, qui sont majoritaires en Irak, attaquent de plus en plus les Américains. Certains craignent une nouvelle guerre en Irak. Sous quelles conditions la paix peut-elle se faire? Un indice. L'Iran est attaché à la paix, mais des compensations et des garanties solides de la part des États-Unis et d'Israël sont nécessaires, a déclaré Pézeskian. La seule façon de mettre la fin à une guerre déclenchée par les États-Unis et par Israël est de reconnaître les droits inaliénables de l'Iran, de verser des compensations et d'imposer une obligation internationale ferme de ne pas réagresser. Ces propos sont repris en quelque sorte par la diplomatie russe. Vladimir Poutine appelle à une désescalade rapide lors d'une conversation avec le président iranien, mais il ajoute qu'il faut trouver une solution de paix, pas un simple cessez-le-feu. La Russie, encore une fois, triomphante. Je constaterai avec cynisme que tactiquement, momentanément, la Russie jubile en ce moment. C'est le grand gagnant, puisque Trump lève pas partiellement les sanctions sur, vous savez, qu'il avait mis sur l'Inde, qui n'avait pas le droit d'acheter du pétrole que l'Inde n'avait pas respecté. Mais vous voulez dire même que énergétiquement... La Russie a un levier sur l'Iran. Elle le propose aujourd'hui à Trump. Le scénario est donc toujours le même. Trump va crier victoire, mais sera obligé de lâcher du lest. Il pourra par exemple se proposer pour organiser un sommet de la paix fabuleux, selon ses termes bien évidemment. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Nous gagnons, nous gagnons, nous gagnons. C'est pas vraiment ce que l'on voit dans les chiffres. Et maintenant, il faudrait une parade sur Times Square pour rendre ça bien officiel au demeuré moyen. Le service après-vente macroniste était de sortie sur France Télévisions. Qui est capable aujourd'hui, quel pays est capable de dire on va protéger nos ressortissants, on va protéger nos alliés, on va monter une coalition pour aller garantir la liberté de circulation maritime? C'est le poudré. L'US Navy vient de dire qu'elle n'était pas capable de débloquer le détroit d'Ormuz, mais sur Pigas TV, on trouve des imbéciles qui estiment que Macron en est seul capable. Le tout payé avec vos impôts, bien sûr. Le dessin qui résume tout. L'Union européenne aux Russes, vous êtes isolés. For sure. Sur les réseaux sociaux, on se moque de la famille Pellico. La nouvelle saison de la famille Pellico, parce que son fils, vous le savez, veut monter sur scène pour un one-man show. On m'informe que la marque Gisèle Pellico aurait été déposée auprès de l'INPI par une mystérieuse Pellico Family SAS pour vente d'objets de loisirs. Des premiers produits pour être mis en vente au Pellico Store qui devrait ouvrir prochainement sur les Champs-Élysées.
Le tweet le plus étonnant de ces 24 heures, c'est Nathalie Loiseau. Le Parisien, saisi de millions d'euros en liquide et de lingots d'or, Orban ordonne la mise sous séquestre. Zelensky l'accuse de banditisme. Viktor Orban ne veut pas qu'on utilise les avoirs russes, mais cela ne lui pose pas de problème de subtiliser les avoirs ukrainiens. Loiseau est manifestement inquiète. A-t-elle peur pour les rétrocommissions ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais rendre hommage à ce prêtre qui est mort en voulant sauver ses ouailles. Une dernière fois, entendez résonner dans l'église maronite du village de Klassaya la voix du père Pierre El Raïs, prêtre maronite décédé le 9 mars dans un bombardement israélien, dont les funérailles se tiendront demain, le 11 mars 2026 à 14h dans le village. J'ai un respect immense pour ces hommes de foi. Quelle honte, ces bombardements. Le pape lui a rendu hommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.